Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la meilleure émission de littérature. Nous allons cette nuit lire ensemble la suite du temps retrouvé de Marcel Proust. Alors, comme à mon habitude, j'essaye de faire un rapprochement avec l'art. Vous le savez maintenant, en tout cas pour ceux qui me suivent et m'écoutent surtout, c'est une de mes passions. Alors, de nombreux auteurs qualifient Marcel Proust d'auteur impressionniste. Alors, l'impressionnisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un courant de peinture qui se situe environ à la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour faire court, les impressionnistes avaient pour but de peindre quelque chose qui suscite l'émotion. Ils voulaient peindre une impression, d'où son nom, une sensation. Donc on retrouve ces caractéristiques dans l'écriture de Proust, notamment avec les Madeleines. Je vous en ai parlé dans une émission précédente. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à revoir le replay, où il nous parle de sensations, d'émotions lorsqu'il mange de nouveau une Madeleine. C'est pourquoi dans la première émission, il me semble, j'avais parlé de Marcel Proust comme quoi il peignait la fin d'un monde et non il écrivait la fin d'un monde. Aujourd'hui, j'ai choisi donc de faire un rapprochement avec les impressionnismes car le musée d'Orsay, qui se situe donc à Paris, abrite une des collections les plus importantes d'artistes impressionnisme au monde. Donc j'espère vous avoir convaincu, en tout cas vous avoir donné l'envie de les découvrir au musée d'Orsay. Dites-le moi à l'aide du hashtag VBN, ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires sur Facebook et sur Twitter si vous y êtes allés. Reprenons maintenant tout de suite notre lecture. Du reste, pour en finir avec les duchesses qui fréquentaient maintenant chez Madame Verdurin, elle venait y chercher, sans qu'elle s'en doutasse, exactement la même chose que les Dreyfusards. Autrefois, c'est-à-dire un plaisir mondain, composé de telle manière que sa dégustation assouvit les curiosités politiques. Et rassasia le besoin de commencer entre soi les incidents lus dans les journaux. Madame Verdurin disait « Vous viendrez à 5 heures parler de la guerre, comme autrefois, parler de l'affaire, et dans l'intervalle, vous viendrez entendre Morel. » Or, Morel n'aurait pas dû être là, pour la raison qu'il n'était nullement informé. Simplement, il n'avait pas rejoint. Il n'avait pas rejoint et était déserteur, mais personne ne le savait. Les choses étaient tellement les mêmes qu'on retrouvait tout naturellement les mots d'autrefois, bien pensant, mal pensant. Et comme elles paraissaient différentes, comme les anciens communards avaient été anti-révisionnistes, les plus grands Dreyfusards voulaient faire fusiller tout le monde et avaient l'appui des généraux. Comme ceux-ci, au temps de l'affaire, avaient été comme contre Gallifet. À ces réunions, Madame Verdurin invitait quelques dames un peu récentes, connues par les œuvres et qui les premières fois venaient avec les toilettes éclatantes, de grands colliers de perles, Codette qui en avait un aussi beau, de l'exhibition duquel elle avait elle-même abusé. Regardez maintenant qu'elle était en tenue de guerre, à l'imitation des dames du faubourg, avec sévérité. Mais les femmes savent s'adapter. Au bout de 3 ou 4 fois, elles se rendaient compte que les toilettes qu'elles avaient crues chic étaient précisément proscrites par les personnes qui l'étaient. Elles mettaient du côté de leurs robes d'or et se résignaient à la simplicité. Une des étoiles du salon était dans les choux, qui malgré ses goûts sportifs s'était fait réformer. Il était devenu tellement pour moi l'auteur d'une œuvre admirable à laquelle je pensais constamment, que ce n'est pas
par hasard, quand j'établissais un courant transversal entre deux séries de souvenirs, que je songeais qu'il était le même qui avait amené le départ d'Albertine chez moi. Et encore, ce courant transversal aboutissait, en ce qui concernait ces reliques, de souvenirs d'Albertine, à une voix s'arrêtant en pleine friche à plusieurs années de distance. Car je ne pensais plus jamais à elle. C'était une voix de souvenir, une ligne que je n'empruntais plus jamais, tandis que les œuvres de Dans les choux étaient récentes et dans cette ligne de souvenirs perpétuellement fréquentée et utilisée par mon esprit. Je dois dire que la connaissance du mari d'André n'était ni très facile ni très agréable à faire, et que l'amitié qu'on lui vouait était promise à bien des spéculations. À des déceptions, pardon. Il était en effet à ce moment déjà fort malade et s'épargnait les fatigues autres que celles qui lui paraissaient peut-être lui donner du plaisir. Or, il ne classait, parmi celles-là, que les rendez-vous avec des gens qu'il ne connaissait pas encore et que son ardente imagination lui représentait sans doute comme ayant une chance d'être différent des autres. Mais pour ceux qui la connaissaient déjà, il savait trop bien comment ils étaient, comment ils seraient, comment il ne lui paraissait plus valoir la peine d'une fatigue dangereuse pour lui, peut-être mortelle. C'était en somme un très mauvais ami, et peut-être dans son goût pour les gens nouveaux, se retrouvait-il quelque chose de l'audace frénétique qu'il portait jadis à Balbec, au sport, au jeu, à tous les excès de table. Quant à Madame Verdurin, elle voulait chaque fois me faire la connaissance d'André, ne pouvant pas admettre que je la connaissais. D'ailleurs, André venait rarement avec son mari. Elle était pour moi une amie admirable et sincère. Et fidèle à l'esthétique de son mari, qui était en réaction des ballets russes, elle disait du marquis de Polignac: « Il a sa maison décorée par Bakst. Comment peut-on dormir là-dedans? J'aimerais mieux du buffet. » D'ailleurs, les Verdurins, par le progrès fatal de l'esthétisme qui finit par se manger la queue, disaient ne pas pouvoir porter le modern style, ni les appartements blancs, et n'aimaient plus que les vieux meubles français dans le décor sombre. Je vis à cette époque beaucoup André. Nous ne savions que nous dire, et une fois, je pensais à ce nom de Juliette, qui était monté au fond du souvenir d'Albertine, comme une fleur mystérieuse. Mystérieuse alors, mais qui aujourd'hui n'excitait plus rien. Au lieu de tant de sujets indifférents, je parlais de celui-là, je me tue. Non qu'il le fût plus qu'un autre. Mais il y a une sorte de sursaturation des choses auxquelles on a trop pensé. Peut-être la période où je voyais en cela de mystère était-elle la vraie? Mais comme des périodes ne durent pas toujours, on ne doit pas sacrifier sa santé et sa fortune à la découverte de mystères qui un jour n'intéresseront plus. On fut très étonné à cette époque où Madame Verdurin pourrait avoir chez elle qui elle voulait, de lui avoir fait indirectement des avances à une personne qu'elle avait complètement perdue de vue, Odette. On trouvait qu'elle ne pourrait rien ajouter au brillant milieu qu'était devenu le petit groupe. Mais une séparation prolongée, en même temps qu'elle apaise les rancunes, réveille quelquefois l'amitié. Et puis le phénomène qui amène non pas seulement les mourants à ne prononcer que des mots, des noms familiers autrefois, mais les vieillards à se complaire dans leurs souvenirs d'enfance, ce phénomène a son équivalent social. Pour réussir dans l'entreprise de se faire revenir Odette chez elle. Madame Verdurin n'employa pas, bien entendu, les ultras, mais les habitués moins fidèles, qui avaient gardé un pied dans l'un
et dans l'autre salon. Elle leur disait « Je ne sais pas pourquoi, on ne la voit plus ici. Elle est peut-être brouillée, moi pas, en somme. Qu'est-ce que je lui ai fait ? C'est chez moi qu'elle a connu ses deux maris. Si elle veut revenir, qu'elle sache que les portes lui sont ouvertes. » Ces paroles, qui auraient dû coûter à la fierté de la patronne, si elle ne lui avaient pas été dictées par son imagination, furent écrites, mais sans succès. Madame Verdurin attendit Odette, sans la voir venir, jusqu'à ce que les événements qu'on verra plus loin amenassent, pour de toute autre raison, ce que n'avait pu l'ambassade pourtant zélée des lâcheurs. Tant il est peu et de réussite facile et d'échec définitif. Madame Verdurin disait « C'est désolant, je vais téléphoner à bon temps, de faire le nécessaire pour demain. On n'a encore caviardé toute la fin de l'article de Norpois et simplement parce qu'il laissait entendre qu'on avait limogé Persin. Car la bêtise courante faisait que chacun tirait gloire d'user des expressions courantes et croyait montrer qu'elle était à la mode, comme faisait une bourgeoise en disant, quand on parlait de monsieur, de madame de Broté, d'Agrigante ou des Charlus, qui Babal de Beauté, Gris-Gris, Mémé de Charlus. Les duchesses font de même. D'ailleurs, elles en avaient le même plaisir à dire limogé, car chez les duchesses, c'est, pour les roturiers un peu poètes, le nom qui diffère, mais elles s'expriment selon la catégorie d'esprit à laquelle elles appartiennent, et où il est aussi énormément de bourgeois. Les classes d'esprit n'ont pas d'égard à la naissance. Tous ces téléphones de Madame Verdurin n'étaient pas d'ailleurs, sans inconvénient. Quoique nous avons oublié de le dire, le salon Verdurin, s'il continuait en esprit et en vérité, s'était transporté momentanément dans un des plus grands hôtels de Paris. Le manque de charbon et de lumière rendent plus difficiles les perceptions de Verdurin dans l'ancien logis, fort humide. Les ambassadeurs de l'ancien logis, les ambassadeurs de Venise, pardon. Le nouveau salon ne manquait pas du reste d'agréments. Comme à Venise, la place comptée, à cause de l'eau, commande la forme des palais, comme un bout de jardin dans Paris, ravi plus qu'un parc en province. L'étroite salle à manger qu'avait Madame Verdurin à l'hôtel faisait une sorte de losange aux murs éclatants de blancheur, comme un écran sur lequel se détachait à chaque mercredi, et presque tous les jours, tous les gens les plus intéressants, les plus variés, les femmes les plus élégantes de Paris. Ravis de profiter du luxe de Verdurin. La forme donnée aux réceptions se trouvait modifiée, sans qu'elle cessasse d'enchanter Brichot, qui au fur et à mesure que les relations de Verdurin allaient s'étendant, y trouvait des plaisirs nouveaux et accumulés dans un petit espace, comme des surprises dans un chausson de Noël. Enfin, certains jours, les dîners étaient si nombreux que la salle à manger de l'appartement privé était trop petite, où on donnait le dîner dans la salle à manger, immense d'en bas, où les fidèles, tout en feignant hypocritement de déployer l'intimité d'en haut, comme jadis la nécessité d'inviter les grands bromères, faisaient dire à Madame Verdurin qu'on serait trop serré, étaient ravis au fond, tout en faisant bande à part, comme jadis dans le petit chemin de fer, d'être un objet de spectacle et d'envie pour les tables voisines. Sans doute, les temps habituels de la paix, une note mondaine, subrétissement envoyé au Figaro ou au Gallois, aurait fait savoir à plus de monde que n'en pouvait tenir la salle à manger du Majestic. Que Brichot avait dîné avec la duchesse de Duras. Mais depuis la guerre, les courriéristes
mondain ayant supprimé ce genre d'informations, la publicité ne pouvait plus exister que par ce moyen enfantin et restreint, digne des premiers âges et antérieur à la découverte de Gutenberg, être vu à table de Madame Verdurin. Après le dîner, on montait dans les salons de la patronne. Puis les téléphonages commençaient, mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque peuplés d'espions, qui notaient les nouvelles téléphonées par bon temps, avec une indiscrétion que corrigeait seulement par bonheur le manque de sûreté de ces informations, toujours démenties par l'événement. Avant l'heure où l'été d'après-midi finissait à la tombée du jour, dans le ciel encore clair, on voyait de loin de petites taches brunes qu'on put prendre, dans le soir bleu, pour des moucherons ou des oiseaux. Ainsi, quand on voit de très loin une montagne, on pourrait croire que c'est un nuage. Mais on est ému parce qu'on sait que ce nuage est immense, à l'état solide et résistant. Ainsi étais-je ému que la tache brune dans le ciel d'été ne fut ni un moucheron ni un oiseau, mais un aéroplane monté par des hommes qui veillaient sur Paris. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins, et si passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort, et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitres illuminées. Je souffrais comme à l'hôtel de Balbec quand les pêcheurs nous regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre. Les réunissant toutes, et plus touchante encore, parce qu'elle est plus résistante, parce qu'elle est plus, résignée, plus noble, et que c'est un hochement de tête philosophe sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait en se voyant se bousculer, les embusqués retenant leur table. On ne dirait pas que c'est la guerre ici. Puis à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir le dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignit brusquement toutes les lumières et la nouvelle bousculade des embusqués, arrachant leur par-dessus aux chasseurs du restaurant où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de Perm, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique de la salle de spectacle, servant à exhiber les films d'un des cinémas vers lequel allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. Voilà, c'est ainsi que je termine ma lecture, en tout cas pour cette émission. Retrouvez-nous dès la prochaine émission pour découvrir la fin de cette histoire. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit et une très bonne journée à ceux qui se lèvent. Je vous embrasse.